Bien, bonjour et bienvenue à tous. Je vois que la troupe des fidèles s'étoffe d'une semaine à l'autre. Alors, depuis que j'ai commencé ce cours dans l'amphithéâtre Navarre totalement vide et qui ne l'est plus tout à fait, justement grâce à la vaillance de ses fidèles, je me suis demandé pourquoi la Chine tient tant à se présenter aux yeux du monde, surtout en ces temps de pandémie, comme la plus ancienne civilisation encore en existence, et pourquoi les dirigeants chinois s'accrochent avec autant d'acharnement au chiffre de 5000 ans. Il y a une espèce de fétiche là, tandis que les archéologues, pour leur part, défendent mordicus, enfin les archéologues chinois, veux-je dire, défendent mordicus l'existence historique de la dynastie Xia, jusqu'ici réputée mythique et purement légendaire. Donc la dernière fois, nous observions avec une curiosité piquée au vif l'engouement très ostensible du Politburo, du comité central du Parti communiste chinois, pour l'archéologie, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que la priorité actuelle aille plutôt aux questions géopolitiques, économiques, sanitaires, que sais-je. De toute évidence, il y a là un enjeu qui, à première vue, nous échappe et qu'il nous faudra décrypter à un moment donné. Mais avant cela, revenons un instant sur ce que je décrivais la semaine dernière comme le champ de bataille de l'archéologie en terrain chinois. Bataille ou, pour parler en termes un peu moins belliqueux, la mêlée générale dans laquelle se jettent les protagonistes les plus divers. Alors, vous avez d'abord les différentes générations d'archéologues formés en Chine depuis un siècle. D'abord pendant la période républicaine à partir de 1912. Donc vous reconnaissez les photos de certains de ces archéologues, de ces grands noms de l'archéologie chinoise de la période républicaine que j'évoquais la dernière fois. Puis, sous le régime communiste, à partir de 1949, alors vous en avez ici quelques-uns, et certains ayant choisi de se transférer à Taïwan ou à Hong Kong avec les différences d'approche méthodologiques et idéologiques que vous pouvez imaginer. Et vous avez en outre les archéologues occidentaux, entre guillemets, c'est-à-dire donc évidemment européens et surtout américains, parmi lesquels on peut compter aussi les archéologues d'origine chinoise, mais formés et ayant fait carrière aux États-Unis, comme c'est le cas par exemple de Zhang Guangzhi, que vous avez ici sur la photo, connu aux États-Unis comme Casey Zhang. Vous avez aussi le cas de ceux qui se sont exilés aux États-Unis, notamment à la suite des successives campagnes maoïstes dirigées contre les intellectuels, à la suite, bien sûr, de la révolution culturelle et, plus récemment, à la suite de la répression sanglante du printemps de 1989, comme c'est le cas de ce professeur Trong Eun-jung. Alors, tout ce beau monde finit par se partager et se partage encore entre ceux qui considèrent comme désormais acquise l'historicité de la dynastie Xia et ceux qui la contestent parce qu'ils estiment qu'on manque de preuves tangibles. Alors, autant les fouilles menées pendant la période républicaine et sous l'égide du gouvernement
du Kuomintang de Chiang Kai-shek. Ces fouilles avaient permis d'établir sur des fondements solides l'historicité de la dynastie Shang, donc entre le milieu du deuxième millénaire, c'est-à-dire aux environs de 1500 avant notre ère, et le début du premier millénaire, c'est-à-dire aux alentours de l'an 1000, en gros, avant notre ère. Donc autant l'archéologie en Chine populaire, à partir de 1949, s'est évertuée à mettre au jour des preuves de l'historicité de cette dynastie Xia, qui est censée avoir précédé celle des Shang et qui est censée remonter au début du troisième millénaire avant notre ère, ce qui amènerait évidemment les débuts de l'histoire chinoise quasiment à parité avec les autres civilisations de la haute antiquité, que ce soit la Mésopotamie ou l'Égypte, et surtout ça permettrait de montrer que l'histoire chinoise a été une histoire dynastique depuis les origines. C'est tout l'enjeu justement de cette dynastie Xia. Mais bon, il reste un petit problème, c'est que aucune trace écrite se référant à une quelconque dynastie Xia, une trace écrite datant justement de ce troisième millénaire, n'a encore jamais été trouvée. Alors, bien sûr, à cela, il est facile de rétorquer, comme le font la plupart des archéologues chinois, que absence de preuve ne veut pas dire preuve de non-existence. En anglais, vous avez un bel effet d'inversion symétrique. Absence of evidence is not evidence of absence. Bon. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore de preuve de l'existence de cette dynastie Xia que ça constitue une preuve qu'elle n'a pas existé. Et les fouilles, après tout, les fouilles archéologiques depuis un siècle ont bien fini par apporter la preuve tangible et incontestable de l'historicité de la dynastie Shang, alors pourquoi pas celle des Xia. Or, outre l'absence de preuves, c'est précisément l'idée d'une histoire qui aurait été dynastique, comprenez spécifiquement chinoise, entre guillemets. Donc c'est cette idée d'une histoire dynastique depuis le départ qui est mise en question par ceux qui contestent l'historicité des Xia, tel que ce professeur américain de l'université de Princeton, Robert Bagley, que vous avez en photo ici. Et c'est ce qui fait dire au professeur Lothar von Falkenhausen, que je citais la dernière fois. Je vous rappelle que c'est quelqu'un qui vient de chez nous, en quelque sorte. Il est d'origine allemande, il est européen d'origine, mais il a fait pratiquement toute sa carrière aux États-Unis, à UCLA, donc University of California at Los Angeles. Alors, le professeur Lothar von Falkenhausen nous dit ceci. As a result, we are far removed from a solution of the Xia issue. Donc, le résultat, c'est que nous sommes encore loin d'avoir trouvé une solution au problème, à la question des Xia. Il continue, donc je le traduis, le consensus mal fondé sur l'historicité de cette dynastie, ce consensus qui s'est construit parmi les savants chinois, qui inclut même celui que le professeur von Falkenhausen appelle le cool-headed Xianai, le Xianai pourtant qui a d'habitude la tête froide. Donc ce consensus reflète probablement un mélange de vœux pieux patriotiques, patriotic wishful thinking,
et de dogmes historiographiques. Et quelques contestations que ce soit de ce mélange donc de vœux pieux et de dogmes pourraient être considérées comme un manque de loyauté politique, une sorte de trahison nationale. Alors, sur ces entrefaites, et au milieu de tous ces messieurs, parce que vous avez vu dans le trombinoscope que je viens de vous rappeler que bon, c'est quand même très masculin tout ça, intervient enfin une femme que vous avez ici en photo, du nom de Liu Li, et qui est née en Chine en 1953. Donc nous avons à peu près le même âge. Et son parcours m'intéresse non seulement parce que nous avons un peu le même âge, mais c'est parce que son parcours est très représentatif de toute une génération de Chinois, celle en particulier à laquelle, dont faisait partie mon mari, originaire de Shanghai, qui est, rappelons-le, mort un 15 décembre, il y a 8 ans, presque jour pour jour. Alors, cette professeure Liu Li a été envoyée dans une région très, très pauvre du Shanxi, de la province du Shanxi, donc au nord de la Chine, près de Yan'an. Alors Yan'an parlera à tous ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de la révolution maoïste, puisque c'est le lieu d'aboutissement de la fameuse Longue Marche, et qui est devenue de ce fait la Mecque de la saga révolutionnaire maoïste. Donc cette Liu Li a été envoyée là en 1969, à l'âge de 16 ans, au titre de cette fameuse campagne des Zhiqing, c'est-à-dire les jeunes instruits. Alors, sur le sujet de cette campagne, l'ouvrage de référence en français est certainement celui de Michel Bonin, qui est un ami, un proche collègue, directeur d'études de l'EHESS, et plus généralement l'un des meilleurs spécialistes de la Chine contemporaine que nous ayons en France. Et Michel Bonin est l'auteur de ce livre qui a fait vraiment date, au point qu'il a été même traduit en chinois, comme vous le voyez à l'image, qui s'intitule donc « Génération perdue, le mouvement d'envoi des jeunes instruits, donc les Zhiqing, à la campagne en Chine entre 1968 et 1980 ». Ouvrage donc paru en 2004 aux éditions de l'EHESS, c'est-à-dire l'École des hautes études en sciences sociales. Alors, il ne faut pas croire que ces jeunes instruits qu'on envoie à la campagne, c'est pas justement pour aller respirer du bon air, manger de la bonne charcuterie et boire du bon vin. C'est pas du tout la campagne au sens où nous l'entendons ici en France. Ce sont en général justement des jeunes qui s'apprêtent, qui viennent de milieux intellectuels, et que le président Mao a eu la géniale idée d'envoyer donc dans des provinces en général déshéritées pour soi-disant donc s'instruire auprès des paysans. Ça, c'était donc le concept. Alors, Liu Li est embarqué donc vers cette province très déshéritée du Shanxi. Elle se trouve dans le même train que le futur grand leader de la Chine, j'ai nommé Xi Jinping, qui lui donc a vécu 7 ans dans un village très très pauvre à peu près 70 km de Yan'an. Alors ici vous voyez une photo justement de ces jeunes qu'on envoie
à la campagne. Là, ils sont tous la fleur au fusil, si j'ose dire, plein d'enthousiasme, hein, parce que, bon, remplis de cette ferveur révolutionnaire. Évidemment, je n'ai pas la cruauté de vous montrer les photos du retour, hein, mais c'est quand même une autre histoire, parce que beaucoup y sont restés, d'ailleurs, ou alors ont contracté en fait des maladies dont ils se sont jamais remis. Ça a été le cas de mon beau-frère, donc le frère de mon mari défunt, qui est mort aussi avant lui, des séquelles justement de son séjour à la campagne. Donc notre grand leader, qui était à l'époque donc jeune et beau, vous le voyez ici au milieu de ses camarades, sur une photo prise en 1975, il est assis juste au milieu, vous voyez, donc ici c'est lui, hein. Donc déjà dans une position de leader en quelque sorte, et vous le voyez ici donc dans une photo prise aussi à cette époque. Là, on s'aperçoit que les gens changent un petit peu quand ils prennent de l'âge. Et vous avez ici donc une photo du paysage dans lequel il a vécu. Alors c'est une photo assez avantageuse où on voit que c'est assez verdoyant, mais en réalité, vous voyez que c'est très montagneux, très accidenté, c'est impossible à cultiver, hein, et les paysans mènent une vie vraiment très, très difficile dans ce paysage de l'Eusse, justement de cette terre jaune qui est devenue justement un sujet de légende. Je signale au passage que le mausolée de l'empereur jaune se trouve également dans cette région, l'empereur jaune dont nous parlions il y a peu de temps, et qui fait référence évidemment à l'appellation des Chinois ou de la race chinoise comme les fils et petits-fils de l'empereur jaune et de l'empereur de feu, hein, Yan Huangzi. Alors, vous allez voir justement que ça, c'est l'endroit, l'habitation troglodytique, enfin, donc, qui est en fait construite à l'intérieur de la roche, hein. Donc, l'intérieur de la maison se trouve en fait creusé à même la roche. Vous allez voir que le cadre est très ressemblant à celui de Yan'an où a vécu Mao lui-même. Donc vous avez ici une photo de cette habitation et ici l'intérieur, vous avez un aperçu de l'intérieur tel qu'il se présentait à l'époque, mais évidemment maintenant c'est devenu un lieu de pèlerinage et le président lui-même est allé sur place. Vous le voyez alors donc tel que nous le connaissons maintenant, et derrière lui donc sa photo beaucoup plus jeune, hein. Et là vous voyez donc ce krang, ce lit traditionnel donc qui est aussi en fait taillé à même la roche. Et si vous comparez donc avec l'intérieur de l'habitation de Mao à Yan'an, on ne peut être que frappé par la ressemblance. Et bien sûr, l'actuel président Xi Jinping n'a pas manqué justement d'exploiter à fond donc cette similitude pour se construire sa propre légende révolutionnaire à lui et d'une certaine manière nous donner l'idée qu'il est le digne successeur, sinon plus, de Mao Zedong. Alors, pour revenir à notre brave dame archéologue, donc Madame Liu Li, en 1971, donc, elle est affectée à travailler dans une usine d'armement, hein, à Tongchuan, toujours dans cette province du Shanxi. Et dans une interview de 2016, donc largement après les faits, elle décrit ce que c'était, hein, que d'être là toute la journée, hein, tous les jours de la semaine, à mettre ensemble deux composants, hein, d'une arme à feu, hein, pendant 7 ans. Hein.
Et elle décrit ça comme une activité, mais incroyablement ennuyeuse. Oui, enfin, ce qu'on est prêt à croire. Hein. Mais enfin, vous voyez que quelqu'un qui a mené cette vie pendant sa jeunesse, et en fait, ça a été aussi le destin de mon mari, enfin, qui a été affecté à travailler dans une centrale électrique pendant que Madame Lioli assemblait ses kalachnikovs. Donc, vous voyez que ces gens-là ont quand même réussi en fait à ensuite se donner une éducation. Hein. Alors, vous voyez que ici sur cette photo, elle a fait partie de cette toute première promotion de gens plus ou moins jeunes d'ailleurs. Enfin, ça pouvait aller de personnes qui pouvaient avoir 16-17 ans jusqu'à des adultes qui avaient plus de 30 ans, hein, qui se sont présentés au premier concours d'entrée aux universités, ce qu'on connaît maintenant plutôt bien sous le nom de Gaokao, hein, ce fameux concours d'entrée à l'université. Donc en Chine, l'entrée à l'université n'est pas automatique, il ne suffit pas d'avoir le bac, hein, donc c'est un concours extrêmement compétitif et très difficile, d'où la nervosité justement des étudiants chinois à l'approche du Gaokao. Donc, là, vous la voyez, Madame Lioli, donc ici en bas à droite de la photo. Donc là, vous voyez, elle a réussi ce concours et il se trouve que mon mari l'a passé aussi, enfin en sortant de sa centrale nucléaire ou évidemment pas nucléaire, électrique pardon, où il évidemment n'avait pas eu le loisir de faire d'études et donc ce sont des gens qui se sont formés eux-mêmes et qui ont passé ce concours. Alors, à la suite de sa réussite, Madame Liu est entrée donc à l'université du Nord-Ouest de la Chine et donc a passé un diplôme d'archéologie en 1982. Et ensuite, exactement comme mon mari, elle a réussi à obtenir une bourse pour aller à l'étranger. Donc pour elle, ça a été les États-Unis, pour mon mari, ça a été la France, et c'est comme ça que le pauvre, il est tombé sur moi en quelque sorte. Donc Madame Liu a d'abord été étudiante à la Temple University de Philadelphie pour son master, et ensuite c'est sûrement quelqu'un de très brillant puisque elle a fait un doctorat de PhD à Harvard sous la direction du très fameux donc, professeur Zhang Guangzhi, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Vous les voyez tous les deux sur la photo ici. C'est une photo qui a été prise à Harvard en 1997, c'est-à-dire en fait 20 ans après que Madame Lioli a passé le Gaokao en 1977. Hein, donc là, vous voyez, changement total de décor, de conditions de vie, de travail, etc. Hein. Alors, en 1996, Madame Liu a obtenu un poste de professeur, donc, enfin de maître de conférence à l'université La Trobe à Melbourne, en Australie. Vous voyez qu'elle a beaucoup circulé et en 2010, elle devient enfin professeure, elle a une chaire d'archéologie à l'université Stanford en Californie. Alors, vous la voyez ici, donc à une étape ultérieure de sa carrière, elle est sur le terrain avec à côté de lui monsieur. Donc ici vous avez Madame Lioli et ici donc Monsieur Chen Xingcan, donc dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière, puisque c'est celui qui a été choisi
pour faire un exposé devant le Politburo sur l'archéologie en septembre dernier. Donc c'est quelqu'un d'important. Et à côté, vous avez donc une équipe assez internationale, comme vous pouvez le voir. Et avec ce monsieur Chen Xingcan, donc Madame Liu Li a publié un certain nombre de publications, beaucoup en chinois, mais aussi en anglais. Vous en avez un ici, à l'image, qui s'intitule State Formation in Early China, donc la formation de l'État dans la Chine ancienne, publié par Bloomsbury en 2003. Et puis, vous avez aussi celui-ci, donc, qui s'intitule très modestement The Archaeology of China, From the Late Paleolithic to the Early Bronze Age. Donc, l'archéologie de la Chine, de la fin du Paléolithique jusqu'au début de l'âge du bronze, publié par les presses universitaires de Cambridge en 2012. Et je soupçonne que ce livre qui s'intitule L'archéologie de la Chine, également co-signé par Madame Liu et Monsieur Chen, disons, tend à supplanter le grand classique du professeur Zhang Guangzhi, The Archaeology of Ancient China, dont je parlais la dernière fois, l'archéologie de la Chine ancienne, qui a connu 4 éditions successives, donc aux presses universitaires de Yale entre 1963 et 1986. Donc là, vous avez un petit peu une sorte de prise de relais. Vous avez la relève dans la personne de Madame Liu, qui est décidément très productive puisqu'elle est également l'auteur de ce livre, également paru aux presses universitaires de Cambridge en 2005, et qui s'intitule The Chinese Neolithic Trajectories to Early States, c'est-à-dire donc le néolithique chinois, et en sous-titre trajectoire au pluriel, vers les premiers États, Alors, ce livre a fait l'objet d'un compte-rendu plutôt critique du professeur von Falkenhausen. Alors, je vous donne quelques éléments de ce compte-rendu parce qu'il me paraît intéressant justement pour contraster les points de vue. Alors, le professeur von Falkenhausen, n'oublions pas que c'est un aristocrate allemand, donc il commence par quelques compliments polis. Donc, il dit que ce livre est un livre important et audacieux. Il emploie le mot bold en anglais, qui traite d'un problème tout à fait crucial et de longue date dans l'histoire de l'archéologie anthropologique, à savoir donc la genèse des sociétés complexes et la question de l'origine justement de l'État, l'État avec un E majuscule. Donc ce compte-rendu rappelle que pendant tout le siècle qui vient de s'écouler, donc la Chine a évidemment fourni une très grande abondance de données qui, malgré justement leur importance pour comprendre ce genre de questions, est restée relativement, inconnue en Occident, parce que en fait tous les résultats de fouilles, toutes les publications sont essentiellement en chinois, et donc Madame Liu fait un travail très utile en synthétisant et en contextualisant donc une portion assez considérable donc de tous ces résultats. Ce livre, en fait, le compte-rendu le rappelle, c'est tiré de la thèse de doctorat, la thèse de PhD de Madame Liu, qu'elle a achevée en 1994 sous la direction, je le disais, donc, du professeur Zhang Guangzhi. Et donc,
ici, le professeur von Falkenhausen reconnaît que Madame Liu a rendu un service tout à fait précieux aux archéologues qui soit en fait ne sont pas comment dire spécialistes de la Chine ou aux sinologues qui ne travaillent pas sur l'archéologie mais sur des périodes plus tardives de l'histoire chinoise. Bon, alors après commence donc la partie critique. Alors le compte-rendu commence par préciser que le titre peut être un petit peu, enfin peut induire un petit peu en erreur parce que on a un titre qui est quand même très vaste, hein, c'est le néolithique chinois. Hein, et là, donc le compte-rendu précise que en fait il s'agit en réalité non pas il ne faut pas prendre cet ouvrage comme une introduction générale à tout le néolithique dans toute la Chine, mais en fait l'étude se concentre sur le développement de sociétés complexes dans le bassin moyen et inférieur du fleuve Jaune pendant le 3e millénaire avant notre ère. C'est-à-dire, en fait, Madame Liu, de toute évidence, veut se concentrer sur la période qui, selon elle, précède l'avènement dans cette région des toutes premières dynasties qui sont documentées historiquement. Et donc, en fait, ici, il y a quand même assez peu de choses sur tout ce qui précède, c'est-à-dire donc les 3 millénaires en fait de la période néolithique. Il y a ici donc une sorte de focalisation sur donc notamment le début justement de l'âge du bronze. Et particulièrement ce qu'on a appelé la culture de Erlitrau, dont nous avons déjà parlé, qui a fleuri donc, dans l'actuelle province du Henan entre les environs de 1900 à 1600 avant notre ère. Et Madame Liu considère donc cette culture de Erlitrau comme la manifestation archéologique, la preuve archéologique de l'existence d'un véritable État en Asie orientale et qu'elle considère comme véritablement le tout premier dans toute l'Asie orientale. Alors ici, bien sûr, notre archéologue allemand ne peut pas s'empêcher de reprocher donc à l'auteur de se concentrer exclusivement sur ce bassin moyen et inférieur du fleuve Jaune et de faire totalement abstraction de ce que le professeur Zhang Guangzhi, pourtant qui avait dirigé cette thèse, ce que ce professeur Zhang appelait les cultures longshanoïdes, c'est-à-dire assimilées à cette culture de Longshan, beaucoup plus au sud que le fleuve Jaune, c'est-à-dire dans la région du Jiangnan, c'est-à-dire la région de l'actuel Shanghai, et dans le bassin du Yangtze, c'est-à-dire le fleuve dit bleu, jusqu'au Hubei. En d'autres termes, Madame Liu tomberait, selon le professeur von Falkenhausen, dans le biais même trop fréquent de la rétroprojection, c'est-à-dire en choisissant de limiter son étude à un espace géographique dont la postérité a montré la centralité. Donc en fait, elle inverse un petit peu le processus de la recherche, c'est-à-dire qu'en fait, au fond, ce qu'elle fait, c'est un petit peu une pétition de principe, en gros. C'est-à-dire qu'elle part de la thèse que non seulement la civilisation chinoise, mais toute la civilisation de l'Asie orientale prend
naissance dans le bassin du fleuve Jaune, hein, et ensuite, en fait, son travail de recherche, de fouille archéologique, hein, consiste à amener des preuves de ce principe-là. Vous comprenez? Donc là, il y a juste un tout petit problème méthodologique. Et plus généralement, le professeur von Falkenhausen dénonce la tendance des archéologues chinois à faire du centralisme avant la lettre, hein, centralisme dont vous vous souvenez qu'il le dénonçait dans d'autres publications que j'ai citées la semaine dernière. Et donc ensuite, le compte-rendu continue en fait en dénonçant le fait que les chapitres centraux de ce livre, hein, de Madame Liu, font une différence très nette entre justement les plaines centrales, hein, qui se trouvent comme par hasard être justement la zone que les archéologues chinois considèrent généralement comme le berceau de la première dynastie royale des Xia, hein. Donc entre ces plaines centrales et donc les zones qui sont plus à l'est et à l'ouest. Donc là, en fait, il y a déjà en fait une sorte de syndrome centraliste que dénonce donc l'auteur du compte-rendu. Et ensuite, donc, Madame Liu s'emploie justement à établir la culture de Harley-Trow comme justement le tout premier État vraiment digne de ce nom, justement pendant au début de l'âge du bronze. Et donc, en fait, le compte-rendu se conclut sur la constatation que les archéologues chinois, hein, partagent l'opinion que la culture de Harley-Trow elle se trouve correspondre avec la dynastie Xia. Point barre. Et c'est un point de vue donc, que partage cette Madame Liu. Et pour finir, donc, le professeur von Falkenhausen objecte justement à la façon dont le professeur Liu fait une sorte comment dire, établit une opposition, hein, entre, d'une part, les archéologues occidentaux, donc essentiellement américains, hein, pour qui donc il n'y a pas véritablement de rapport entre la culture de Harley-Trow et cette dynastie Xia qu'ils considèrent comme légendaire et dont ils considèrent qu'elle a jamais existé, hein. Et d'autre part, évidemment, les archéologues chinois qui, eux, persistent en fait à croire le contraire. Mais là, en fait, l'objection du professeur von Falkenhausen est tout à fait juste, il me semble. Il dit, mais ça, en fait, le point de vue défendu par ce que Madame Liu appelle les archéologues occidentaux, en fait, c'est au départ un point de vue chinois, hein, qui a été défendu justement par ce grand historien de la toute première période républicaine, Ku Jiegang, dont j'ai évoqué le nom précédemment et que vous avez ici en photo, hein, et qui était donc à la tête de ce Yigu Pai, c'est-à-dire donc de ce mouvement justement qui consiste à mettre en doute les sources antiques. Alors, donc ici, pour le professeur von Falkenhausen, ce point de vue sceptique, hein, n'est pas du tout, en fait, comme le sous-entend Madame Liu, un point de vue impérialiste occidental, hein, mais c'est tout simplement un point de vue, comment dire, de méthode, hein, qui a été aussi bien partagé en Chine qu'en Occident. Et là, donc, le professeur von Falkenhausen
donc écrit la phrase qui va mettre le feu aux poudres. Il écrit ceci: The main reason why the majority of Chinese archaeologists these days insist on the identity of Erlitro and the Xia is a fear of being branded as unpatriotic. For, absurdly considering the current regime's revolutionary ideals, the uncritical acceptance of the textual heritage has become a measure of political correctness. Alors je traduis, donc la raison principale pour laquelle la grande majorité des archéologues chinois de nos jours insistent sur l'identité de Erlitro et de la dynastie Xia vient d'une crainte d'être, qualifié de antipatriotique, parce que, et il y a une incise ici, parce que, et c'est absurde si on considère justement les idéaux révolutionnaires du régime actuel, parce que donc l'acceptation non critique de l'héritage textuel est devenue une sorte de politiquement correct en Chine. Alors, la réponse la riposte ou la réponse de la bergère au berger ne tarde pas. Madame Lioli, évidemment, se laisse pas faire et elle répond au professeur von Falkenhausen dans une publication de la revue Antiquity de l'année 2009. Donc le compte-rendu de von Falkenhausen était de 2007 et elle répond donc dans cette revue par un article qui s'intitule Academic Freedom, Political Correctness and Early Civilization in Chinese Archaeology, The Debate on Xia-Erlitro Relations. Donc la liberté universitaire, académique, le politiquement correct et la civilisation ancienne dans l'archéologie chinoise, le débat sur les relations entre la dynastie Xia et la culture de Erlitro. Alors, dans cette réponse, Madame Liu part du constat qu'il y a effectivement une sorte de divergence de point de vue entre, donc, d'un côté, les archéologues chinois et les archéologues occidentaux, notamment sur cette question de la relation entre Xia et Erlitro. Et elle rappelle donc que pour la majorité des Chinois, elle ne parle pas simplement des archéologues, elle dit « the majority of Chinese people ». Il n'y a aucun doute que la dynastie Xia non seulement a existé, mais a été la première dynastie de l'histoire chinoise. Et elle en rappelle les raisons. Elle dit que c'est parce que, justement, en fait, les fouilles qui ont été menées pendant la période républicaine, donc avant 1949, au Henan, sur le site de Anyang, ont permis d'établir l'historicité de la dynastie Shang. Alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas remonter justement jusqu'au Xia et accorder du crédit au témoignage du Shiji et de Sima Qian, c'est-à-dire les mémoires historiques de ce premier historien chinois au 1er siècle avant l'ère chrétienne, qui donne la liste des noms des rois, et qui, cette liste se trouve correspondre justement à ce qu'on retrouve sur les inscriptions sur os oraculaires qu'on a trouvé justement sur le site de Anyang. Et ensuite, Sima Qian donne également une généalogie royale pour la dynastie Xia. Alors,
Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas penser que Sima Qian avait à sa disposition des documents anciens qui ont disparu ensuite, hein, et dont on pourrait retrouver la trace grâce justement à de plus amples fouilles archéologiques. Hein. Alors, elle rappelle évidemment donc toutes les objections d'archéologues occidentaux comme cette professeure Sarah Allen dont j'ai parlé précédemment, et également de ce grand professeur américain aujourd'hui disparu, donc David Keatley, qui a fait sa carrière également en Californie, donc à l'université de Berkeley, qui était un éminent spécialiste précisément des inscriptions oraculaires sur os, hein, à tel point que ses étudiants et ses collègues l'appelaient affectueusement The Bone Man, hein, l'homme à os. Donc là, vous le reconnaissez même malgré le flou en arrière-plan, tenant donc un morceau d'os inscrit donc, dans la main. Alors, ici, Madame Liu en arrive enfin, donc après avoir justement en fait opposé donc les Occidentaux contre les Chinois, elle en arrive enfin à la phrase du professeur von Falkenhausen que j'ai lu tout à l'heure et qui lui paraît vraiment la plus contestable et qui l'a fait réagir véritablement. Hein. Alors, Madame Liu s'est fendue d'une enquête qu'elle a menée par voie de questionnaire auprès d'un échantillon d'archéologues chinois et non chinois. Hein. Et évidemment, il n'y a pas tellement de suspense pour savoir le résultat de cette enquête menée par Madame Liu, avec un certain nombre de questions. Donc, le résultat, c'est que en réalité, il y a un consensus, enfin c'est ce qu'elle dit en tout cas, sur en tout cas sur le fait que Erlitou représentait une civilisation avec déjà enfin, des structures politiques. Hein. Donc évidemment, la question de l'assimilation à la dynastie Xia reste un problème, elle le reconnaît, mais en tout cas, elle est absolument vent debout contre l'affirmation du professeur von Falkenhausen, puisqu'elle conclut, hein, dans ces termes, a normal level of academic freedom in China today, at least in relation to the Xia-Erlitou issues, is perfectly existing. Donc, il existe un niveau normal de liberté académique en Chine aujourd'hui, hein, au moins en ce qui concerne donc la relation entre la dynastie Xia et la culture de Erlitou. Donc, on voit ici que cette bataille des archéologues est désormais une mêlée totalement mondialisée, dans laquelle on se renvoie la balle alors, entre la Chine, les États-Unis, l'Europe, hein, avec donc les différences de parcours que cela implique. Hein. C'est pour ça que j'ai insisté un petit peu sur ces parcours d'archéologues. Il est évidemment difficile d'imaginer une trajectoire plus différente que celle du professeur Lothar von Falkenhausen et celle de la professeure Liu Li, même si, et ça c'est évidemment le comique de la situation, même si toutes ces carrières aboutissent finalement en Californie. Ils sont tous donc Berkeley, Stanford, UCLA. Donc bon, et cette bataille n'est pas finie parce que c'est évidemment pas demain la veille que les uns vont convaincre les autres que ce que les fouilles mettent au jour en abondance a quelque chose à voir avec la dynastie Xia, comme le dit le professeur von Falkenhausen, on en est loin. Bon, alors pour nous qui ne sommes pas archéologues et qui observons cette mêlée de très loin, il y a toutefois un mystère
grand mystère qui reste entier. Donc, je le rappelais encore tout à l'heure, notre curiosité la semaine dernière était éveillée par l'intérêt pour le moins paradoxal affiché par les dirigeants chinois pour l'archéologie, surtout en ces temps de pandémie, parce qu'on pourrait penser que, premièrement, la priorité actuelle serait évidemment à tout sauf l'archéologie, et deuxièmement, que ceux qui, comme le président Xi Jinping, se proclament héritiers de Mao, on pourrait penser qu'il adopterait la vision maoïste de la table rase. Il y a ce fameux slogan du passé faisons table rase. Et l'acharnement maoïste à faire disparaître ce que, pendant la révolution culturelle, on appelait les 4 vieilleries, les 4 jiu. Donc, 旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯, donc les vieilles formes de pensée, la vieille forme de pensée, la vieille culture, 旧文化, les vieilles coutumes et les vieilles habitudes. Or, très paradoxalement, le président Xi ne perd jamais une occasion de prendre la posture du vrai chinois authentique, gardien du temple et des traditions, né les pieds dans la terre jaune. C'est pour ça qu'il insiste tellement sur cette expérience à Liangjiahe, donc dans le Shanxi, et en même temps nourri de références classiques. Et ce qui achève de nous dérouter, c'est quand on apprend que son père et sa famille, et lui-même d'ailleurs, ont considérablement souffert de cette révolution culturelle lancée par Mao. Donc là, on se gratte la tête et on se dit, mais bon, alors est-ce que justement d'aller s'acharner à démontrer l'historicité de cette dynastie Xia, est-ce que ça consiste véritablement à faire table rase du passé? Ça, c'est vraiment la question que je laisse pour notre reprise le 7 janvier, donc l'année prochaine. Et donc, entre-temps, je vous souhaite ceci, donc joyeux Noël de la part de l'artiste Ai Weiwei, qui s'est représenté comme justement l'un des gardiens du temple. Vous le voyez sur le côté droit ce pastiche d'une image traditionnelle des Menshen, c'est-à-dire donc des esprits de la porte, les portes chinoises traditionnelles étant à 2 battants. Donc vous avez en général en fait deux divinités donc représentées sur chaque battant qui se font face. Donc ici, là, vous avez donc la paire Santa Claus, donc le Père Noël d'un côté, et donc l'autre Père Noël sous les traits de Ai Weiwei. Alors là, évidemment, vous verrez vous-même les détails, mais vous avez donc évidemment Twitter est du côté chinois, d'accord, et au pied vous avez donc par exemple en fait le crabe dont raffolent en fait les Chinois, notamment les Shanghaïens. Ça, je peux pas m'empêcher de penser à mon mari qui adorait ces crabes. Et évidemment, les Chinois étant également très friands de jeux de mots qui sont très faciles vu le nombre d'homophones en chinois. Le crabe en chinois se dit xie, donc prang xie. Et évidemment, ça fait allusion au fameux mot d'ordre d'harmonie, he xie, lancé par Hu Jintao. Donc, vous voyez, enfin, c'est plein de détails succulents de ce genre. Et donc, justement, pour finir encore sur une autre note
un petit peu humoristique. On en a besoin, enfin, coincés que nous sommes entre la pandémie et le Parti communiste chinois. Donc, je vous propose de visionner une petite vidéo qui dure une 8aine de minutes et qui est due à un jeune réalisateur français du nom de Clément Gonzalez et qui est, comment dire, un constat assez burlesque de notre condition actuelle. Et pour l'instant, donc, je vous dis à l'année prochaine et bonne fête à tous. Is it on? Lecture starting in 30 seconds. Yes, I know. As usual. Right. Yesterday's lecture ended with the demise of the ANC in the year 2021. Today we're going to look at the effect of the 21st century on arts and culture. The aspects of arts and culture that were significantly affected by the 21st century were literature and cinema. Literature and cinema. Are you lost? No. Are you looking for somebody, perhaps? No. Okay. Well, literature and cinema. Literature and cinema, what are you doing here? I'm following the history class. Okay. Right, where was I? Excuse me, let's take a 15-minute break. What are you doing here? Like I said, I'm following the history class. Yes, but don't you know that this lecture is broadcast online? Yeah, my PIP receiver crashed, so... Personal interface pad. Well, haven't you heard of a notebook and pen? I can take notes on this. There you go. Like this. Huh? Good. Nice shorts. End of break. Literature and cinema were significantly affected by the 21st century. According to the studies of Hjalmar Bjornstrand, you can get that on the 20/009 file. What did you say his name was? What? What did you say his name was? Hjalmar Bjornstrand. Maybe I should write that down for you. Hjalmar Bjornstrand. I haven't done that in such a long time. Another important author of his time, Morel Diallo, suggested that, well, maybe I can write that down for you as well. Morel
Dear Lou. It's because of this philosophy that we got guys like both had huge birth. I mean, what I'd like to figure out is... Well, in that it is so well structured that whatever you write down... I wouldn't actually say woo. I would actually say it came from... Now that's a good one, because the Freudians... French, what they like with words. Yes. I mean, they came up with words like wrote on paper, you know? We drew pictures of one another using our hands, nothing digital. Yeah. I guess that's the end of the lecture. Bye. Bye. Goodbye. Is it on? Lecture starting in 30 seconds. Sorry we're late. No, it's fine. Please, come in. Hi, can we come in? Yes, yes, of course. Please, sit. Well, I guess I'd better go to the board. Oops, daisy. Today's date is the 23rd of October, 2037. Right, and we shall commence today's lecture